Tempête en mer du Nord, 2 plateformes pétrolières à la dérive, menace de raz-de-marée en Allemagne et au Danemark. Procès de Broglie, Pierre de Varga, victime d'un malaise cardiaque, audience interrompue, Michel Poniatowski ira témoigner jeudi. Fin des entretiens Brejnev-Schmitt, dans quelques minutes les déclarations finales, pour l'instant pas de progrès spectaculaire. Dissension à l'intérieur de la CGT, à Lille, la base refuse le contrat de solidarité signé par les instances fédérales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mer du Nord en furie. Toute la nuit et toute la journée, les informations les plus alarmantes se sont succédées. 2 plateformes pétrolières ont failli se heurter violemment. Ce soir encore, 2 d'entre elles dérivent en liberté dans les flots au milieu de creux de plus de 10 mètres. Et pendant ce temps, sur les côtes, on craignait le contre-coup d'un éventuel raz-de-marée en Allemagne et au Danemark. Raz-de-marée est d'ailleurs un terme impropre puisqu'il faut un tremblement de terre préalable. Alain Gillot-Pétré. 150 km/h dans les rafales. Voici la première grosse tempête depuis l'été. Des vagues de 10 à 12 mètres. 1 mort, 5 disparus sur des cargos ou chalutiers en détresse. Des inondations contenues par des dizaines de milliers de sacs de sable. La vie quotidienne et économique sérieusement perturbée autour de la mer du Nord. Voilà le premier bilan. Cette nuit, on a frôlé la catastrophe. Plusieurs plateformes pétrolières, sous l'effet conjugué des vagues et du vent, ont rompu leurs amarres partant à la dérive. Par mesure de sécurité, les autorités anglo-norvégiennes ont évacué en hélicoptère les personnels dont la présence ne s'imposait pas sur les plateformes. Chacun a encore en mémoire la catastrophe d'Ecofisk de mars 1980 qui avait fait 123 morts lors du chavirage d'une plateforme hôtel. Ce soir, sous surveillance aérienne et maritime, ces monstres de plusieurs dizaines de milliers de tonnes semblent à l'abri d'une telle éventualité. À terre, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. La vie économique a été paralysée toute la journée. Les dégâts sont considérables. Arbres abattus, circulation routière, ferroviaire, fluviale, portuaire, presque impossible. Les parties basses de la ville de Hambourg ont été inondées. On a même redouté un moment une telle élévation du niveau de la mer qu'elle nécessita l'évacuation des habitants menacés par la rupture de digues. Le vent soufflera encore toute la nuit en s'apaisant progressivement. Tout de même, quel beau reste. Alain Gillot-Pétré, que nous retrouvons en fin de journal pour une météo en France, heureusement beaucoup moins catastrophique. Suite du procès de l'année, on peut le dire maintenant, tant sont nombreux les rebondissements. Procès de Broglie, donc 2 éléments nouveaux aujourd'hui. D'abord la décision quasi certaine de Michel Poniatowski de se rendre jeudi devant la cour d'assises pour y témoigner. Il l'a fait savoir ce matin dans le quotidien de Paris. Et puis une audience tronquée cet après-midi, audience très rapidement levée, Pierre de Varga ayant été victime dans la matinée d'un nouveau malaise cardiaque. Paul Lefebvre. Ils viendront tous les 3, c'est-à-dire Pierre de Varga, Michel Poniatowski et Raymond Barre. Pierre de Varga a été victime d'une crise cardiaque tout à l'heure vers midi. Sa santé n'est pas bonne, on le sait depuis longtemps. Durant 3 heures, on s'est demandé si le procès n'allait pas être suspendu ou si, disjonction, on n'allait pas juger les 3 autres et mettre de côté le cas de Varga, c'est-à-dire enlever toute substance au procès de Broglie. Heureusement, après l'avoir examiné, les médecins ont dit de Varga sera sans doute en état de venir demain matin, et d'ailleurs il tient à venir. Michel Poniatowski viendra, lui, finalement, jeudi. Je crois savoir que le président Giresse, par parenthèse menacé de mort par le groupe Honneur de la police, on en a déjà entendu parler, a fait comprendre aux avocats de l'ancien ministre de l'Intérieur que lui, magistrat, emploierait tous les moyens prévus par le Code pour faire comparaître leurs clients. Alors autant éviter les situations désagréables. Monsieur Raymond Barre, lui, a fait savoir qu'il ne savait rien du dossier. Le président Giresse lui demande de venir vers le 15 décembre s'en assurer. Une chose est sûre, M. Giresse veut aller au bout de son procès et de préférence tout de suite. Un sommet s'achève. Helmut Schmidt et Leonid Brejnev viennent d'avoir à l'instant une ultime séance de travail et le numéro 1 soviétique quittera Bonn demain matin. En attendant, dans quelques minutes, les déclarations finales des deux délégations, on peut quand même dire que les positions des uns et des autres n'ont guère progressé. Pour beaucoup, cette visite n'a été qu'une répétition générale avant les négociations essentielles de Genève, le 30 novembre, négociations eurostratégiques. Et les 2 camps n'ont cessé de se renvoyer la balle. Michel Meyer. Au-delà d'une cordialité d'apparence, la rencontre germano-soviétique de Bonn est marquée par une véritable bataille des porte-paroles officiels. Ici, Kurt Becker, l'homme de Helmut Schmidt, affirme publiquement que son chancelier n'a pas l'impression que Brejnev et les soviétiques analysent correctement les positions américaines.
Mais à peine a-t-il commencé à parler que l'homme de Brejnev, Leonid Samyatin, se concentre déjà sur une traduction qui va lui permettre une riposte immédiate. Pas d'accord, Monsieur Becker. Votre point de vue n'est pas conforme à la vérité. Nous sommes parfaitement capables d'apprécier les intentions américaines. Résultat, une mine plutôt confite chez le porte-parole de Bonn. De ces échanges pointus, il y en a eu des dizaines en marge d'un sommet qui fut aussi, surtout peut-être, une occasion de conquérir les opinions publiques. Cette attitude, cette volonté de convaincre directement l'opinion ouest-allemande, au-delà de la classe politique avec laquelle on négocie à l'heure actuelle, eh bien, on l'a retrouvée dès hier soir dans un toast de Léonid Brejnev, où le chef du Kremlin, avant de trinquer au vin de Moselle, avait en quelque sorte réitéré sa proposition de moratoire déjà bien connue et que l'on peut résumer par la formule suivante. Nous, soviétiques, sommes prêts à geler la mise en batterie de nos fusées SS-20 à la condition que les Américains renoncent de leur côté à leur programme d'équipement de l'Europe occidentale et singulièrement de l'Allemagne fédérale en fusée Pershing, moyenne portée également. On est donc loin de la fameuse proposition, de la fameuse solution zéro du président Reagan de la semaine dernière, c'est dire si les Allemands ont accueilli cette nouvelle proposition Brejnev avec un certain scepticisme et considéré en quelque sorte cette invite, ce geste, comme une sorte de lapin de charme sorti du chapeau de Léonid Brejnev. Pour soutenir ce moratoire, pour l'étoffer aussi, et pour faire un premier pas dans la direction des réductions importantes qu'elle envisage, l'Union soviétique propose un retrait unilatéral d'un certain nombre plus réduit de tels systèmes missiles du territoire européen ailleurs. Au-delà de l'Oural. Au-delà de l'Oural, ça va sans dire. La différence, il n'y aurait une différence que si ces missiles étaient retirés dans des positions d'où elles ne pourraient plus atteindre des cibles en Europe, donc très très loin. Et ça montre d'ailleurs que la décision de l'OTAN, la double décision d'offrir une négociation et de préparer des armes, le déploiement de certaines armes pour créer un contrepoids en Europe face aux SS-20 et autres armes soviétiques, que cette double résolution a été bien fondée parce qu'il y a 2 ans, les Russes ne voulaient pas négocier du tout et maintenant, ils sont là à envisager une négociation sérieuse qui sera longue, difficile et compliquée. Et dans quelques minutes, en principe, les déclarations des deux parties, d'Helmut Schmidt donc et de Léonid Brejnev, dès que possible, Patrick Clément vient en faire le compte-rendu. Cette nuit, 2 voitures de l'ambassade soviétique à Paris ont été incendiées par des inconnus et par ailleurs, le dissident soviétique Andrei Sakharov a commencé sa grève de la faim pour que M. Brejnev permette à sa belle-fille de rejoindre son mari en Occident. De nombreuses personnalités se sont émues en France, parmi lesquelles le président des radicaux de gauche, Roger Gérard Schwarzenberg. Enfin, pour clore ce dossier soviétique, il semble que l'on aille en URSS vers la récolte de céréales la plus mauvaise depuis 6 ans. Moins de 170 millions de tonnes, a dit un expert agricole soviétique. En France, c'est l'indice des prix qui donne toujours du souci aux responsables du gouvernement. 1,2% de plus au mois d'octobre, le chiffre est confirmé. Il était de 1,1% en septembre. Les prix alimentaires et ceux des services sont en grosse progression. Signature cette nuit d'un projet de contrat de solidarité du type de ceux que le gouvernement prône en ce moment entre une ville et l'État. Il se trouve que cette ville n'est pas n'importe laquelle, c'est Lille, la ville du Premier ministre, mais ce n'est pas l'essentiel et ce n'est pas la raison pour laquelle nous en parlons maintenant dans le journal. À la surprise générale, en effet, alors que la CGT locale avait refusé de signer un accord qui garantissait la semaine de 35 heures, un minimum de 250 employés supplémentaires, mais aussi le travail le samedi, eh bien la CGT départementale et nationale a court-circuité sa base et a signé. Pourquoi? Comment? L'enquête d'Henri Gallet. Querelle sous un beffroi. Le contrat de solidarité proposé à Lille par Pierre Mauroy a été accepté par le syndicat FO majoritaire et les instances dirigeantes de la CGT. Par contre, la CGT locale, la CFDT et les autonomes refusent de signer. Ces derniers minoritaires représentent 45% des personnels syndiqués. Ils contestent entre autres l'atteinte au week-end du contrat et demandent la création de 400 emplois au lieu de 250.
Alors est-ce que ces sections locales n'ont pas tendance à faire passer le contrat avant la solidarité? La solidarité, c'est faire quelque chose de bien pour des chômeurs qui sont actuellement sans travail. Les intégrer définitivement. Et toute la question est là. Est-ce que le maire de Lille, en tant qu'escalité, est-ce qu'il a véritablement l'intention de recruter des gens sous la forme statutaire? Et alors là, on ne s'explique pas du tout la position de dire on va les prendre comme contractuels pendant 2 ans. S'il a la volonté honnêtement de recruter ces personnels, qu'il le fasse sous forme statutaire. Et là, on aura quelque chose de positif pour les chômeurs qui seront embauchés. Mais pour reprendre ce que je disais par rapport à nos instances syndicales, nous déplorons ces méthodes qui sont antidémocratiques, disons-le. Nous nous battons, nous, à l'intérieur de notre CGT, pour qu'il y ait une véritable démocratie et une véritable indépendance syndicale. C'est dommage de voir nos propres camarades s'engager dans ce créneau qui est démobilisateur pour le personnel, mais qui est mauvais pour l'intérêt des travailleurs sur le plan lillois. Définition du dictionnaire. Solidarité ou nature d'une obligation par laquelle plusieurs personnes sont tenues les unes envers les autres. Est-ce qu'il y a eu changement d'obligation entre les personnels municipaux et la mairie depuis le 10 mai? La CGT locale dit non, la CGT nationale dit oui. Le syndicat de Lille a des responsabilités à prendre. Nous avons, nous aussi, des responsabilités à prendre. Elles ne sont pas nécessairement de même nature et avec le même niveau de préoccupation. Nous avons, en nous prononçant favorablement avec ce contrat de solidarité, nous n'avons en aucune façon bradé les intérêts des personnels en place, puisque, je le répète, ils vont aller à 35 heures sans diminution de salaire, puisque les chômeurs qui sont embauchés seront titularisés au bout de l'année en fin de contrat. Dans ces conditions, nous considérons que cela va dans le sens à la fois des intérêts des personnels qui voient répondre à une revendication légitime et pour laquelle ils se battent depuis longtemps, et va dans le sens des intérêts de la population, du point de vue de la réponse au service public, et dans le sens, bien évidemment, des chômeurs qui sont privés de travail. Malgré les concessions de la mairie, l'appel au volontariat, entre autres pour le travail du samedi, l'intersyndicale CGT locale, CFDT autonome, a donc maintenu son mot d'ordre de grève pour jeudi. Les syndicats lillois minoritaires ont adopté une position dure, conscients de l'exploitation politique qui pourra être faite de leur mouvement. Oui, hier, le Premier ministre, maire de Lille, avait fait savoir qu'il n'était pas admissible que les administrations et les mairies soient de moins en moins accessibles aux particuliers. Il faut donc, a-t-il dit, que les mairies, notamment, restent ouvertes toute la semaine jusqu'au samedi 18h. Pendant ce temps, François Mitterrand, lui, inaugurait un nouveau bâtiment à l'Institut Pasteur, des locaux d'immunologie, et il en a profité pour faire partager sa foi en la recherche médicale. L'Institut Pasteur qui, malgré des hauts et des bas, ne va pas tarder à fêter dans quelques années ses 100 ans. Martine Alain Regnault. L'Institut Pasteur est un nonagénaire qui se porte bien. Ce temple international de la biologie date du siècle dernier, 1888 très précisément, 3 ans tout juste après la première vaccination humaine contre la rage par Louis Pasteur. Son audace et ses découvertes avaient séduit, l'idée fut lancée de construire un institut vaccinal à l'aide d'une souscription. Près de 100 ans plus tard, l'Institut continue sa vocation de production et de recherche sur les vaccins. Mais à la tradition, il allie la recherche de pointe. 1000 personnes, dont 400 chercheurs répartis en 60 unités, y travaillent. L'essentiel des recherches concerne encore virus et bactéries. Mais on ne cherche plus seulement sérums et vaccins, on essaie de comprendre comment les microbes résistent aux antibiotiques, comment ils peuvent être utiles et comment ils partagent avec nous en commun le code génétique. À Pasteur, on s'intéresse encore et toujours à la lutte contre les insectes et les serpents, par exemple. Mais au-delà des sérums antivenins, toujours d'actualité, on met au point des insecticides qui seront répandus au-dessus des forêts françaises et étrangères. L'Institut Pasteur, c'est aussi un centre de vaccination pour plus de 50 000 personnes par an et encore un hôpital où sont soignés en priorité maladies tropicales et allergies. C'est aussi des centres de réputation mondiale. Aujourd'hui, avec un budget d'une dizaine de milliards de centimes, dont la moitié de l'État, cet organisme de recherche privé sans but lucratif étonne le monde. On y est à la pointe de la biologie moléculaire, on y travaille sur le célèbre ADN. Mais maintenant, c'est sur les vaccins synthétiques, le cancer, les défenses de l'organisme et leurs cellules spécialisées que se développent les recherches en immunologie à l'image des nouveaux bâtiments qui ont été inaugurés aujourd'hui. Mais nul ne doute que dans ces nouveaux locaux, comme dans les anciens et légendaires greniers, régnera l'esprit si particulier des pastoriens.
je voudrais, au-delà même de tous ceux qui ont illustré, qui illustrent la science, faire sentir à quel point, du plus modeste au plus illustre d'entre vous, c'est l'Institut Pasteur, c'est le modèle pasteurien, c'est une école de pensée, c'est un choix de vie que je suis venu ici célébrer en apportant, par la présence du président de la République française, le témoignage et l'hommage d'un peuple. Quelques télégrammes dans notre cahier social. Ce soir, l'accord de la nuit dernière à la Caisse d'épargne Paris, le travail a donc repris. Les accusations de la CFDT Métallurgie contre le patronat, et notamment les directions de Citroën, la SNIAS et Solmer, elles font tout, dit la CFDT, pour affaiblir les syndicats depuis le 10 mai. La grève de la RATP, perturbation limitée, mais grève politique, si l'on peut dire. Elle est en effet menée par les autonomes contre la CGT et le président communiste de la régie. Et puis l'affaire des archives algériennes, comme nous le laissions entendre dès hier soir, il y a bien eu des buts de transfert en Algérie, des pièces techniques, des dossiers sur le tremblement d'Orléansville en 1954, a fait savoir le Quai d'Orsay, mais de nombreuses associations protestent et la mairie d'Aix se mobilise et organise même une garde autour de ces bâtiments des archives. Simone Veil, chez François Mitterrand, c'est la première fois depuis l'accession de ce dernier à l'Élysée. L'occasion en a été fournie par la visite officielle du président du Parlement européen en France, dernier des pays de la communauté visités par Simone Veil. Betty Duro. Rude journée pour le président du Parlement européen Simone Veil. Premier rendez-vous au Sénat, le deuxième à l'Assemblée nationale et dans l'après-midi à l'Élysée, un long entretien avec le président de la République. Entretien que Simone Veil a qualifié à sa sortie d'extrêmement libre et ouvert. À une journée du Conseil européen, vous a-t-il semblé optimiste, madame? Je dirais qu'il m'a semblé tout à fait à la fois optimiste et lucide. C'est-à-dire que quand on voit l'importance des problèmes qui seront soulevés lors du Conseil européen, eh bien, il ne pense pas que tout puisse être résolu comme par miracle. Il y a trop de questions, mais qu'en même temps, un certain nombre de jalons seront marqués qui permettront petit à petit de régler ces problèmes, lui-même souhaitant que le tout soit envisagé dans une perspective politique très large, dans une perspective d'ensemble, ce qui me paraît très réaliste. Avez-vous l'impression qu'il saura mieux se servir justement de ce merveilleux outil qu'est le Parlement européen? Je dirais que d'une façon générale, il y a eu depuis un an et surtout depuis quelques mois une évolution dans tous les États membres à l'égard du Parlement européen. Une évolution qui tient à la fois au Parlement lui-même et à la preuve qu'il a faite de sa capacité à exprimer une voix et à exprimer des positions cohérentes et lucides dans le monde actuel et en même temps à l'évolution même de l'Europe. À un mois de la fin de votre mandat de président du Parlement européen, avez-vous parlé de votre propre avenir politique, madame? Et si Betty Duro posait la question, c'est que Mme Veil reste en effet maillot jaune des personnalités de l'opposition dans les sondages. Et puis arrivé hier également à Paris du nouvel ambassadeur américain à Paris, M. Galbraith, qui avant son départ de Washington avait confié à Édouard Lord qu'il était très optimiste quant à ses relations avec le nouveau pouvoir socialiste en France. Les relations maintenant sont très bonnes et pour nous, c'est pas un problème, on a une base très solide et c'est plutôt une question de garder cette base. Il y a des problèmes pour nous, par exemple dans l'Amérique centrale, nous avons des opinions différentes, mais ils sont les différences supportables. On me reprocherait à Paris de ne pas vous poser la question sur le gouvernement socialiste, sur les communistes, sur François Mitterrand. Est-ce que vous avez déjà une opinion? Oui, le gouvernement, je crois la plupart des gens en Amérique étaient un peu gênés de voir les communistes dans le gouvernement. Mais nous sommes au courant du fait que ça a été un jugement politique par le président de la République et il accepte
de courir les risques et nous sommes contre, mais on comprend pourquoi il a fait et c'est pas pour nous, une nation ailleurs, essayer de changer une affaire qui est 100% domestique. Pendant ce temps, le ministre des Finances, Jacques Delors, proposait une coopération monétaire entre l'Europe et les États-Unis. Belgique, c'est Willy de Clercq qui a été nommé formateur du prochain gouvernement. Il va donc s'efforcer de constituer un cabinet de centre droit. Iran, 3 morts dans l'explosion d'une bombe devant la gare de Téhéran tout à l'heure. Et puis une bonne nouvelle pour Ariane qui fait une percée remarquée non pas dans l'espace mais aux États-Unis. Elle a décroché 2 gros contrats d'une valeur de 50 millions de dollars, soit 280 millions de francs. Georges. 4, 3, 2, 1, feu. 0, feu. Allumage des moteurs. Ignition first stage. En plus de décoller physiquement depuis la base de Kourou en Guyane française, voilà qu'Ariane décolle aussi économiquement. À moins d'1 mois du dernier lancement de mise au point, donc à la veille de devenir bonne pour le service, Ariane part à la conquête de l'Amérique. Au paradis de la navette spatiale, il s'est trouvé en effet une grande compagnie américaine qui achète notre fusée, dans sa version future dite Ariane 3, pour lancer en 1984 2 satellites de télécommunications. Ces 2 satellites, construits par l'américain RCA, pourront transmettre jusqu'à 30 000 conversations téléphoniques simultanées. Voilà de quoi dépanner une ville comme Lyon un jour d'incendie de centrale. Ces 2 satellites portent à 21 lancements fermes et 16 options les commandes d'Ariane. Mais finalement, qu'est-ce qui a décidé la compagnie privée américaine à choisir Ariane plutôt que la navette? Un coût trop élevé? Un manque de place à bord tellement le calendrier est chargé? Quoi qu'il en soit, la course à la rentabilité de l'espace est désormais lancée. Charles Hernu à Foix tout à l'heure dans cette caserne pillée il y a 2 jours par des inconnus. Le procureur de la République estimait de son côté à Foix qu'il s'agissait d'un véritable acte de guerre. Et puis pour terminer ce journal, une page chanson, non pas en français, mais en russe. À Paris en effet, celui que l'on appelle le Brassens soviétique, c'est-à-dire le poète du folklore urbain, Okudjava. Vous allez l'écouter, c'est très beau et les accents ne sont pas loin de rappeler en effet celui de notre poète disparu il y a maintenant près d'1 mois. Voici donc Okudjava. Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Я с Жоржем Брассансом немножко был знаком. Я хорошо знаю его творчество. Общее у нас то, что мы оба поэты, и мы не певцы, и мы оба свои стихи напеваем под гитару, без оркестра, без эстрады, да? Пока не грянула пора нам расставаться понемногу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Bulat Okudjava a su hier rassembler les dissidents soviétiques comme Leonid Pliouch et le personnel de l'ambassade. Alors, poète contestataire ou poète officiel? Я вообще всю свою жизнь делал то, что мне хотелось. Иногда
Это было очень сложно. Иногда это было несложно. Но официальным поэтом я не являюсь, конечно. Boula Tokujava repart maintenant vers son pays. À tous, en France, il est finalement venu parler de paix. Loin des euromissiles et autres sujets de discorde, son arme à lui, c'est sa poésie. Voilà, avec Alain Gillot-Pétret maintenant, la météo, dont on espère qu'elle ne sera pas aussi catastrophique qu'en mer du Nord. Non, mais je vous ferai remarquer que l'air froid qui nous arrive dessus vient de cette tempête qui se trouve en mer du Nord et qui commence donc à se calmer. Espérons que cela ira mieux demain pour ceux qui habitent autour de la mer du Nord. Gare au verglas demain, car nous allons retourner au gelé, du verglas du Poitou au Massif central et au nord-est. Les gelées reviennent, et oui. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Voici les extrêmes de température relevés par la météo nationale à 13h. Minimum 6 degrés à Lille et maximum 19 degrés à Biarritz. Demain, voici notre carte pour demain, encore un résidu nuageux sur les Pyrénées avec des averses, sur les Alpes également et la Corse, et ces résidus de pluie donneront de la neige au-dessus de 800 mètres. Beau temps sur la Méditerranée grâce au Mistral et la Tramontane modérée qui vont s'établir. Ailleurs, beaucoup de brume et brouillard givrant, surtout le matin. Soyez prudents si vous roulez du Poitou au Massif central et au nord-est. Et puis dans l'après-midi, ma foi, eh bien, un assez beau temps avec d'assez belles éclaircies. Tout de même, les nuages seront plus importants sur les côtes de la Manche au fur et à mesure que la journée se déroulera. Les températures prévues pour demain, retour des gelées le matin, je vous l'ai dit, voyez, dans la région de Paris, Nancy, Strasbourg et Clermont, de 0 à moins 3 degrés. Ailleurs, ça n'est pas chaud. Et l'après-midi, de 6 à 12 degrés, des températures en baisse par rapport à aujourd'hui. Enfin, notre éphéméride pour terminer cette météorologie. Mercredi 25 novembre, les heures de lever du coucher de soleil. Lever, coucher 8h16, lever 16h59, ça ne doit pas être ça. C'est lever 8h16 et coucher 16h59. Vous avez fait... Oui, j'étais un peu surpris, à moins que ce ne soit un gag, on ne sait jamais. Et c'est la Sainte Catherine demain, la Catherinette avec les bibis curieux, vous savez. Voilà, en cette époque de feuilles mortes, beaucoup de bourgeons nouveaux dans la presse mensuelle, Les Hommes, l'Expansion, un journal qui s'appelle Dédale, le journal n'est pas perdu, hein, c'est joli titre, pour les enfants, Gomme, et puis Mystère Magazine et Nuit Noire dans le même style, vous voyez, tout ça pratiquement le même jour. La presse, d'une certaine façon, se porte bien, la presse périodique en tout cas. L'invité de demain à 12h45, c'est le juge Weisbusch, c'est-à-dire l'homme qui a poursuivi les proxénètes de Grenoble, au moment même où sort un film consacré au sujet, Les filles de Grenoble. Et puis tout à l'heure, Hervé Claude, vers 23h30, pour le développement des derniers titres de la soirée. Je vous rappelle les titres d'aujourd'hui, en tout cas, de tout à l'heure. En mer du Nord, tempête, nous l'avons dit, 2 plateformes pétrolières sont à la dérive. Au procès de Breuil, Pierre de Varga, victime d'un malaise cardiaque, pourra témoigner quand même demain. Fin des entretiens Brejnev-Schmitt, dans quelques instants, en principe, toujours le communiqué final, en tout cas les déclarations finales, mais pas de déclaration spectaculaire pour le moment. Enfin, dissension à l'intérieur de la CGT, puisque à Lille, la base a refusé de signer ce contrat de solidarité que finalement les instances fédérales et départementales ont signé. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous.